Le fleuve Amazon, le bateau et la jungle dansent des deux côtés. Tout est silencieux, seul le moteur fait du bruit et tu regardes nerveusement autour de toi, sous le regard sérieux du guide péruvien. Soudain, l'homme sourit et pointe du doigt. Ça y est, tu y es. Tu es enfin arrivé à Iquitos. La ville est cachée au cœur de la forêt amazonienne. D'un côté, Iquitos est entouré d'eau et de l'autre, il y a une épaisse forêt tropicale impénétrable qui s'étend à perte de vue, rendant cette ville extrêmement difficile à atteindre. Tout d'abord, il a fallu prendre l'avion pour la capitale du Pérou, Lima, une ville côtière dynamique. De là, tu as voyagé en bus à travers les vastes montagnes sauvages du Pérou avant de t'enfoncer au cœur de la forêt amazonienne. Après 3 jours de voyage en bus, tu as atteint une petite ville où la route s'est soudainement arrêtée. Avec plus de 360 km², Iquitos est la plus grande ville continentale du monde qui ne puisse être atteinte par la route. Tu es encore à plus de 320 km d'Iquitos, alors qu'à partir d'ici, tu prends un bateau le long du torride fleuve Amazon, avant d'atteindre finalement la ville isolée, 5 jours après avoir quitté Lima. Lorsque tu arrives dans la ville, tu remarques que beaucoup de maisons sont construites sur de grands pilotis. C'est parce qu'au printemps, la rivière qui entoure Iquitos sort de son lit, submergeant une partie de la ville. Pour cette raison, Iquitos a été surnommée la Venise de l'Amazone. Les maisons sur pilotis sont suffisamment hautes pour éviter les eaux troubles du fleuve Amazon. Tu entends un puissant grondement venant de toute la ville. On dirait qu'une bande de motards est arrivée. En réalité, il s'agit de motocarrosses. Il y a très peu de voitures à Iquitos. À la place, il y a des motocyclettes sur lesquelles sont fixées de petites cabines pour les passagers. Il y a environ 45 000 de ces engins qui tournent autour d'Iquitos, ce qui rend la ville très bruyante. Ton voyage dans les endroits les plus isolés vient de commencer. Tu te rends en Norvège et tu arrives dans la capitale, Oslo. Aussitôt après, tu prends un nouvel avion. Après un vol de 3 heures, tu arrives à l'aéroport public le plus septentrional au monde, Longyearbyen. Tu descends de l'avion et tu vois une petite ville colorée entourée de montagnes enneigées. Longyearbyen se traduit par la ville de Longyear, du nom de son fondateur américain, le mineur de charbon, John Longyear. Tu te promènes le long de la côte de cette petite ville. L'eau est d'un beau bleu cristallin. Tu décides d'y tremper ton orteil. Ouch! Mauvaise idée. La température moyenne de l'eau est ici de 0°C, ce qui la rend absolument glaciale. Au loin, on peut distinguer une créature blanche et duveteuse. C'est un ours polaire. En fait, c'est un groupe d'entre eux. À Longyearbyen, les ours polaires sont plus nombreux que les humains. Environ 3000 de ces animaux peuplent la région, contre 2300 pour la population humaine. Enfin, le soleil se couche. Tu attrapes une couverture et tu t'assieds pour profiter de cette vue imprenable sur les aurores boréales. Maintenant, imagine que tu marches sous une chaleur étouffante le long de la grande mer de sable d'Égypte. Tu marches depuis des heures, voire des jours, et tu as parcouru des kilomètres et des kilomètres. Tu rêves d'eau, de verdure et d'un endroit où te reposer quand soudain, tu tombes sur un petit village avec des oliviers, des palmiers et même des sources d'eau fraîche. Ce n'est pas un mirage induit par la chaleur, c'est l'oasis de Siwa, une ville égyptienne de 23 000 habitants et un miracle de la nature. Pour s'y rendre, il faut prendre l'avion jusqu'à la capitale égyptienne, le Caire, puis embarquer pour un long trajet en bus dans le désert. Lorsque tu aperçois enfin un peu de verdure au milieu du sable, tu as atteint l'oasis de Siwa. Après t'être rafraîchi dans les eaux fraîches des sources, tu continues à explorer la ville et tu découvres des ruines anciennes. Cette ville existe depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, et de nombreux vestiges historiques peuvent encore être trouvés aujourd'hui. Parmi ces ruines, tu remarqueras des bâtiments plus récents. C'est là que vivent les Siwis d'aujourd'hui. Tu passes un peu de temps avec les Siwis, une communauté sympathique et unique d'Égyptiens. Ils te racontent tout sur leur ville. L'oasis de Siwa est située au milieu du désert du Sahara. Et en raison de son climat rude, c'est l'une des villes les plus isolées du monde. Tu remarques combien l'air est sec et combien le soleil est brûlant. Avec des températures maximales de 48°C, cette chaleur fait de l'oasis de Siwa un endroit difficile à vivre. Il est temps de voyager vers un climat plus équilibré. Tu te diriges vers le nord-est et tu arrives dans la capitale de la Russie, Moscou. De là, tu prends à nouveau un vol vers l'est, voyageant de plus en plus loin à travers la Russie jusqu'à ce que tu sois plus proche de l'Alaska que de Moscou. Tu arrives alors dans la ville de Petropavlovsk, qui se traduit par ville de Pierre et Paul. La première chose que tu vois, ce sont des montagnes géantes qui entourent la ville, la coupant du reste du monde. Ces montagnes sont en fait des volcans. Dans cette partie extrême orientale de la Russie, il y a plus de 300 volcans, dont 29 actifs. Ces volcans empêchent toute route d'atteindre Petropavlovsk. La ville dépend entièrement des transports aériens et maritimes pour importer ses provisions.
Tu te détournes des volcans pour admirer le bleu ondoyant de l'océan alentour. L'eau a l'air bonne, alors tu te diriges vers la plage où un groupe d'otaries prennent un bain de soleil sur le sable. Petropavlovsk abrite une faune incroyablement variée. Juste au bord de la mer, tu aperçois une nageoire de baleine qui sort de l'eau. Tu explores les paysages variés de la ville. Tu te rends dans l'une des stations de ski locales et tu passes la journée sur les pistes. Ensuite, tu fais une rando sur un chemin rocheux jusqu'à la base de l'un des nombreux volcans de la ville. Enfin, il est temps de se détendre au cours d'une excursion en bateau autour de l'île, pour voir la célèbre formation rocheuse des Trois Frères. Inspiré, tu décides de voyager vers une autre terre volcanique, l'île de Pâques, au large du Chili. L'île n'a pas de port et une seule compagnie aérienne dessert cette terre lointaine. Tu voyages donc une journée entière jusqu'à Santiago du Chili. Puis tu grimpes à bord d'un petit avion pour te rendre sur l'île de Pâques. Tu te balades le long des hautes falaises de l'île désertique et tu tombes sur ces célèbres monuments. Il s'agit de statues géantes et mystérieuses de têtes humaines. Elles sont appelées des moai et ont été sculptées par la population locale il y a environ 800 ans. Tu inspectes la terre sous tes pieds. Elle a l'air très sèche. L'île de Pâques est constituée de 3 anciens volcans. Ce sol volcanique rend toute culture ou toute croissance végétale difficile. De nombreux arbres ont été coupés il y a des centaines d'années pour faire place aux monuments de pierre, donnant à l'île l'aspect vide qu'elle a aujourd'hui. Tu embarques sur un bateau à 1770 km à l'ouest de l'île de Pâques. Tu arrives sur une petite terre verdoyante flottant dans l'océan Pacifique. C'est l'île Pitcairn. Tu te rappelles peut-être que cet endroit a joué un rôle majeur dans la mutinerie du Bounty. Tu descends du bateau et tu commences ton voyage pour rejoindre Adamstown, le centre de l'île où vivent ses 43 habitants. Pour atteindre Adamstown, tu dois faire une randonnée sur la colline de la difficulté. Une montée abrupte et rocheuse de 61 mètres qui mène au sommet de l'île. Maintenant que tu es enfin arrivé ici, tu peux explorer la nature diverse et unique de cette terre. L'île Pitcairn abrite la plus grande réserve marine au monde. Tu fais une excursion en apnée et nages aux côtés de toutes sortes de poissons exotiques. Tu explores des récifs coralliens chatoyants et tu peux même apercevoir une des rares baleines à bosse. Rêvant de la belle époque du Far West, tu décides de te rendre à Supai, en Arizona. Pour visiter cette colonie amérindienne et véritable fragment du passé, tu roules le long de la célèbre route 66 des États-Unis. Tu t'arrêtes, visiblement au milieu de nulle part, avec seulement des terres désertiques à perte de vue. Puis tu suis un sentier de randonnée de 13 km pour atteindre Supai. Tu descends dans le Grand Canyon, profond de près de 915 mètres. Tu tombes sur une cascade époustouflante qui se déverse sur les falaises du canyon. Il s'agit de Havasu Falls, un lieu touristique populaire, célèbre pour son eau bleu vert vif. Après une nouvelle randonnée d'1 kilomètre, tu atteins enfin Supai. Plus de 200 membres de la tribu indienne Havasupai résident dans cette petite ville. Elle est souvent considérée comme la ville la plus isolée des États-Unis. À ta gauche, tu vois plusieurs mules qui traversent la ville avec des paquets sur le dos. Comme aucune route ne mène à ce petit village, le courrier est distribué par un train de mules. Sans cela, le facteur devrait faire une randonnée de 16 heures pour effectuer ce trajet. Tu te balades dans la région et tu découvres de nombreuses autres chutes d'eau bleue imposantes. La nature intacte et la vue imprenable sur le Grand Canyon font que cette longue randonnée en vaut la peine. Après un magnifique coucher de soleil, la nuit tombe et il n'y a aucune lumière à des kilomètres à la ronde. La Terre est éclairée par les innombrables étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes.